Bonjour à tous et bienvenue dans Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis Aigle. Et je suis l'O2. Et ceci est le Weeblycast numéro 1, la sépulture des hommes cybernétiques. Au cours de cet épisode, on va revenir sur la première histoire de la saison 5 de la série classique de Doctor Who, qui s'intitule The Tomb of the Cybermen. Bien évidemment, on va revenir sur l'intrigue de l'épisode, donc faites attention, il y aura des spoilers. Donc, au programme de ce podcast, je vais d'abord vous résumer un petit peu l'épisode pour vous remettre dans le bain si vous n'avez pas vu l'épisode depuis longtemps. Ensuite, je vais vous donner quelques informations techniques, en fonction en ce qui concerne le casting, etc., la production. Puis l'aigle va vous parler de l'antagoniste de cet épisode. Je vais revenir sur les anecdotes de l'épisode, plus au niveau de l'histoire en elle-même. Puis l'aigle interviendra sur les paramédias en lien avec cette histoire de Tomb of the Cybermen. Et pour finir, on aura un petit débat. Et pour l'occasion, nous accueillons aujourd'hui donc l'O2 qui est un de nos admirateurs. Et ça me permet de vous rappeler que si vous souhaitez participer au podcast, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez venir débattre avec nous. Et pour ça, il vous suffit de rejoindre le chat Discord ou bien le forum de la team. Et on se fera un plaisir de vous accueillir. Donc, sans plus attendre, c'est parti. On parle de cet épisode 1 de la saison 5. Donc cet épisode a été diffusé en 1967, du 2 au 23 septembre. Et de manière assez exceptionnelle pour cette saison, il est constitué simplement de 4 épisodes. Pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe, on a donc Jamie et Victoria qui accompagnent le docteur. Victoria pour laquelle c'est la première fois qu'elle voyage. Et ils arrivent sur une planète nommée Telos. Et sur cette planète, ils rencontrent un groupe d'archéologues qui est dirigé par un professeur nommé Perry et qui est financé par quelqu'un qui est nommé Kaftan. Et ces derniers, donc, ils recherchent les ruines de la civilisation des Cybermen qui a disparu il y a 500 ans. Et malheureusement, ils vont la trouver. Et donc, ils font connaissance avec l'ensemble de l'équipage. Donc, c'est un épisode où il y a quand même pas mal de personnages différents. Donc, comme je disais, il y a le professeur Perry qui dirige l'expédition, la personne qui finance qui est Kaftan, la femme qui finance qui est Kaftan. On a Toberman qui est l'homme fort. Dans la culture populaire de l'époque, on retrouve pas mal ce sidekick noir, C'est possible. Ne serait-ce que dans la BD populaire qui est très connue, Mandrake, où t'as le magicien qui est accompagné d'un Africain noir, muet et très puissant. C'est exactement ça en fait. Donc on a Klieg qui accompagne Kaftan. On a Haydon qui est un assistant de Paris et le Captain Hopper qui est donc le pilote et le mécanicien de la fusée. Fusée qu'on ne verra pas de l'épisode d'ailleurs, ce qui est assez surprenant. Donc tout cet équipage se retrouve arrive à ouvrir la tombe, se déplace à l'intérieur, trouve des salles qui sont plus ou moins dangereuses, on a des morts, etc. Et ils finissent par trouver vraiment la sépulture qui se trouve dans les sous-sols du bâtiment. Et là, ils réveillent les Cybermen. Et évidemment, c'est le bazar. On a donc le cyber contrôleur qui décide de faire son boulot, c'est-à-dire de contrôler, convertir tout le monde, voilà. Exactement. Et on apprend dans la foulée que donc les financeurs de l'opération, donc Kaftan ainsi que son compagnon Klieg, c'est ça? Oui, le logicien, c'est Klieg. Exactement, font partie donc d'une sorte de secte de logiciens, donc des mathématiciens poussés à l'extrême, qui vénèrent la logique des Cybermen et voudraient que le monde soit beaucoup plus logique. Et donc espéraient pouvoir prendre le dessus sur les Cybermen, ce qui est évidemment impossible. Et les Cybermen sont déjoués par le docteur qui arrive à refermer la tombe et à remettre les Cybermen dans leur sépulture. En passant, on a quand même l'introduction des Cybermats, qui sont donc ces petites souris qui servent à convertir les humains en Cyberman, et ce sera leur première apparition. Et pour conclure, Toberman donc se sacrifie en refermant le tombeau et
Cyberman arrive à s'enfuir, laissant la porte ouverte à une suite. Globalement, c'est résumé. J'espère que j'ai rien oublié. Bon, évidemment, il y a peut-être quelques moments forts, mais on va revenir plus tard dessus. Mais globalement, c'est ça la trame. Hein? Oui, globalement, c'est ça la trame en fait. On est d'accord. Ok, donc voilà l'histoire. Je vais revenir un peu sur le casting. Donc, au niveau du casting, je vais juste vous présenter quelques acteurs qui sont importants, tant en termes d'univers Doctor Who ou qui ont eu des rôles importants par la suite dans d'autres productions que vous avez peut-être vues. Une petite fiche technique. Donc, exactement, on va faire ça en petite fiche technique. Il faut un nom, labellisons les choses. Fiche technique, c'est parti. Donc Roy Stewart qui joue donc ce fameux Toberman, donc qu'on a un peu critiqué dans sa présentation, et ben il était déjà apparu dans Doctor Who auparavant, dans l'épisode 6 de la saison 2, dans un rôle qui n'a pas été crédité, il n'est pas crédité au générique, et il joue un guerrier sarrasin, donc parce que l'épisode 6 de la saison 2 c'était The Crusade, donc c'était, si vous vous rappelez, donc l'épisode où le docteur rencontre Richard Cœur de Lion. Exactement, et c'est si vous avez écouté l'épisode 0, c'est également l'épisode où a failli apparaître le brigadier. Enfin, l'acteur qui a joué le brigadier, qui devait jouer Richard Cœur de Lion. Nicolas Courtenay. Merci pour le nom. Le grand et magnifique Nicolas Courtenay. Et donc Toberman, donc l'acteur Roy Stewart réapparaîtra dans Doctor Who plus tard. Je ne vais pas vous dire dans quel épisode, mais il réapparaîtra dans un autre épisode. On a comme autre acteur qui est notable, on a cette actrice qui joue Kaftan, qui personnellement moi dès la première fois que j'ai vu cet épisode m'a un peu choqué dans la manière. Je trouvais qu'elle jouait très très mal. Je sais pas pourquoi. Pour moi c'est le personnage qui m'a vraiment sorti un peu de l'épisode. Ah, y a quand même je dirais qu'il lui a donné un drôle d'accent au personnage. Ouais, je sais pas, elle surjoue, enfin il y avait vraiment un truc qui me dérangeait. Moi, tu veux dire quelque chose là? Un truc dans l'épisode qui est vraiment mal joué, mais j'en parlerai plus tard et ça vient pas d'elle. Ah d'accord. Bon en tout cas, moi cette fille vraiment je dis quand je l'ai vue, je me suis dit mais c'est pas possible dans quoi elle a joué cette fille, comment elle a eu ce boulot. Et en fait en faisant des recherches pour cet épisode, pour ce podcast, je me suis rendu compte que ça se justifiait puisqu'en fait ce n'est pas une actrice, mais elle était simplement mariée avec le producteur et son personnage. Il y avait plus d'acteurs en rap. Je sais pas, c'était Tata Caprice. Et donc du coup le personnage a été créé pour elle par le scénariste Jerry Davis. Oh, c'est mignon, donc, c'est par amour quand même. Je sais pas. Enfin bref, du coup, tout s'explique. Un autre acteur qui vaut la peine d'être mentionné, c'est Cyril Chaps, donc qui joue dans l'épisode de John Wiener, qui va rejouer dans plusieurs épisodes de Doctor Who. Donc John Wiener, c'est le mec qui arrête pas de se plaindre tout le temps, qui est le mec qui va se faire tuer du coup par Klieg, si je me trompe pas, qui est toujours en train de dire que c'est la fin du monde. Donc ce mec-là va jouer dans plusieurs épisodes, dont un de la saison 7 et dans plusieurs épisodes suivants. On a qui d'autre? On a Cleve Marison qui joue Jim Callum et qui rejouera dans la saison 24. Et enfin on a George Rubicek, je sais pas comment prononcer ce nom, R-O-U-B-I-C-E-K, qui donc joue le Captain Hopper, donc c'est le mécanicien, et donc lui c'est assez intéressant puisqu'il a joué pas mal de rôles à la télévision dans des séries britanniques, mais aussi au cinéma. Il a joué dans deux James Bond, On ne vit que 2 fois et L'espion qui m'aimait. Et il a donc You Only Live Twice et The Spy Who Loved Me. Et il a joué dans Star Wars, il a joué un des soldats de l'Empire, pas un Stormtrooper mais un mec en combinaison nazie là, à bord d'un vaisseau. Ah bon? Donc ça c'est assez ouais. Moi, quand j'ai vu cet acteur, je me suis dit il a vraiment une gueule d'acteur beau gosse. Moi j'ai trouvé ça marrant la tête qu'il avait. D'ailleurs, si je me trompe pas, il me semble qu'il est, enfin, en tout cas, il joue avec un accent américain, ou je me trompe, ou il a un accent assez fort. Franchement, au niveau des accents, que je délire complètement. Je sais pas, je saurais pas te dire. Pour revenir à ce que tu disais, Cyril Chaps, je l'ai beaucoup aimé dans The Ambassadors of Death. Alors, oui, j'aime pas beaucoup cet épisode, j'aime pas beaucoup l'air, mais elle est quand même, elle a quand même de qualité et elle a quand même ses qualités. C'est vraiment l'air en tout cas que j'aime pas, l'air de la saison 7. Mais je l'aime beaucoup dans son rôle de Lennox en fait. Je trouve que il est assez drôle
en fait, dans ce rôle de celui qui sait pas quoi faire, qui sait jamais quoi faire, qui se laisse donc c'est un peu le manipuler même par rôle tout le que monde. c'est un peu le même rôle que Tomb of Cyberman, quoi. Faut dire qu'il a une tête qui est un peu qui est Ouais. pas, on lui donnera pas forcément le rôle principal, quoi, on va dire. C'est gentiment. Donc on juge les gens sur l'apparence. Exactement, on est Là-dessus. comme ça, nous. Non, mais c'est comme ça maintenant. On n'a pas aucun souci avec ça. Donc, on en était où maintenant? Oui, donc au niveau de la production, on a Kid Pedler. Donc les deux scénaristes de l'épisode sont Kid Pedler et donc j'ai mentionné plus tôt Jerry Davis. Qui sont évidemment parmi les créateurs des Cybermen. Et exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, ce qui est marrant à noter, c'est que donc Kid Pedler, donc l'un des deux, était à l'origine un scientifique qui travaillait dans la médecine, et il a été embauché par la BBC en tant que consultant scientifique. Et il a été très tôt impliqué dans la série, puisque quand Ines Lloyd a recherché à rendre la série beaucoup plus scientifique entre guillemets, pour avoir des plus proches de la réalité, donc elle a appelé un groupe de scientifiques, et quand elle a demandé à des personnes de pitcher un peu quelles idées ils pourraient avoir, donc Kid Pedler a proposé une idée qui est devenue plus tard le scénario de The War Machines. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé scénariste en fait, et il a participé à la création donc des Cybermen avec Jerry Davis, oui. C'est très intéressant et ça en dit très long sur l'époque. Oui. C'est très intéressant de dire, de voir la place de la machine, la place que les scientifiques donnaient à la machine, à ce que pouvait être la machine, et ça en dit long aussi sur la science-fiction de l'époque, puisqu'on parle beaucoup de robots à l'époque. Non, oui, mais la peur de l'arrivée des systèmes cybernétiques et tout ça, c'était leur balbutiement, et pourtant on voyait déjà le potentiel que ça pouvait avoir. Tout à fait. Mais ce que cristallise les Cybermen, c'est avant tout cette peur de la mécanisation de l'être humain, puisque c'était l'époque où on avait réussi la première grève de cœur artificielle, je crois, et on s'est dit jusqu'où on ira, jusqu'à quel moment on va remplacer les parties de notre corps jusqu'à ce qu'il y ait plus rien d'humain. C'est vrai, ce serait certainement un des deux penchants, mais il y a aussi un autre penchant que beaucoup d'autres mondes voient, c'est aussi peut-être une sorte de manifestation de la peur communiste. Puisque, en gros, un robot, c'est un mot qui vient du russe, qui veut dire ouvrier, et les Cybermen veulent transformer tout le monde en robot, donc tout le monde en ouvrier, et c'est un petit peu cette idée de tout le monde est pareil, tout le monde est uniforme, tout le monde est égal, mais du coup, plus personne n'a de sentiments, et donc du coup, pour certains, c'est peut-être cette manifestation-là. Oui, ça peut être les deux interprétations, ouais. Bah du coup, pour revenir au scénariste, on était donc Kid Pedler donc a participé à la création des Cybermen. Donc il a évidemment écrit Tenth Planet, Moonbase et Tomb of Cybermen, donc la trilogie des 3 épisodes qui sont un peu fondateurs, on va dire. Et il a pitché cette idée pour War Machines, et donc ses principales contributions à la série se retrouvent là-dedans. Ensuite, on a donc son compagnon Jerry Davis, son compagnon d'écriture, qui a aussi créé, qui est donc le co-créateur, comme on l'a dit. Il a participé entre autres à l'écriture de The Highlanders, et il a fait les novélisations de toutes les histoires des Cybermen, donc que j'ai mentionné, donc dont un roman qui s'appelle Doctor Who and the Cybermen, Tenth Planet, Tomb of the Cybermen, Highlanders évidemment, et aussi il a écrit la novélisation de Celestial Toymaker. De la saison 3, si je m'abuse. 3, oui, c'est ça. Et pour finir, la personne qui a donc le réalisateur de l'épisode, celui qui a dirigé l'épisode, c'est Maurice Berry, qui a dirigé plusieurs épisodes, dont Moonbase, donc encore vraiment une team Cyberman, on va dire. Et son Tomb of the Cybermen est le deuxième épisode qu'il a dirigé. Et c'est le dernier. Il a fait que ces deux-là. Mais c'est intéressant de... Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est Dominators qui sera son dernier épisode. Donc un épisode de la saison 6, si je ne me trompe pas. Qui est même le premier. 6 fois... Oui, 6 fois 1, je crois. Ouais. Et ce qui est assez notable, c'est que donc ça, on est en 68 pour Dominators, et 2 ans plus tard, il devient acteur, et il va en 79 donc participer à Doctor Who, mais en tant qu'acteur auprès de Tom Baker dans un épisode qui sera nommé The Creature from the Pit. Oui. Donc, il jouera quel rôle, tu sais pas? Je n'ai pas ça dans mes notes. D'accord. Okay. Dommage.
Ok, donc voilà le tour d'horizon de la fiche technique de l'épisode. Maintenant, L'Aigle, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des Cybermen? Bah en fait les Cybermen c'est vraiment une des créatures les plus emblématiques de toute la série. On a quoi en tout dans la série 16 histoires de Cybermen, 9 en série classique et 7 en nouvelle série. Mais là, on est vraiment au tout début, on est vraiment à la troisième histoire des Cybermen depuis le début, donc c'est le tout début de sa mythologie, il y a vraiment, ça assez balbutiement, ça commence. Et pourtant, troisième histoire est déjà premier relooking. Tout à fait. Même deuxième relooking en soi. Puisque ils étaient déjà différents dans Moonbase? dans Moonbase, oui, ils étaient pas c'était pas vraiment des Mondasiens dans le sens, ils étaient tout lisses, très. Ils avaient pas l'accordéon. Non, il me semble pas qu'ils avaient l'accordéon. Enfin, peut-être qu'ils avaient attends. Je sais plus s'ils avaient l'accordéon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pas la même peau. Ils ont pas le. Mais je suis le seul à avoir un accordéon sur ces premiers Cybermen. C'est-à-dire que maintenant que tu l'as dit, je vois plus que ça, mais. Ça et la grosse loupiote. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, mais finalement, c'est déjà la deuxième fois pour le second docteur qui rencontre les Cybermen. Et ce sera celui qui les rencontrera le plus. Mais c'est surtout les années 60 qui est la grosse période des Cybermen. Bah du coup, je peux me permettre de rebondir quand tu dis que le second docteur est celui qui les rencontre plus de fois. C'est aussi important de noter que cette histoire de Tomb of the Cybermen, a été élue dans plusieurs classements comme l'histoire représentative du second docteur. Bon, oui, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix non plus dans ce qu'il y a comme épisode, mais ça reste quand même important de montrer. Peut-être qu'à l'époque où le vote a été fait, il restait plus beaucoup, mais maintenant on a quand même un petit peu plus d'épisodes pour pour faire ce genre de liste. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de ses caractéristiques. En fait, ses caractéristiques à lui, c'est la base sous siège. En fait, surtout. C'est le principe de la base sous siège. Il arrive dans une base, et puis il y a un méchant, et puis il bat le méchant, et puis il s'en va. Oui, et il se fait passer pour quelqu'un d'autre à chaque fois aussi. Il arrive toujours à se faire passer pour quelqu'un. Oui, c'est vrai. Oui, dans un sens. Mais donc du coup c'est vraiment les années 60 qui est la plus grosse période des Cybermen. Les Cybermen ils sont surtout utilisés dans un but horrifique. Les années 60 sont très connus pour ça. Horrifique, le noir et blanc il aide beaucoup au ton horrifique en fait. Mais après les Cybermen ils sont plus surtout là pour montrer des apparitions de vieils ennemis du Docteur. Genre tiens, ce serait bien pour tel épisode de faire revenir un vieil ennemi du Docteur. Mais on les utilise plus vraiment en tant que Cybermen et tout ce qu'on pourrait montrer dessus, tout ce qui pourrait faire peur ou tout ce qui pourrait faire réfléchir. Puisque justement on parlait peut-être de la peur du communisme ou peut-être de la peur technologique qui serait certainement encore plus forte à nos jours, de nos jours, puisqu'on commence à avoir les premiers cyborgs en quelque sorte. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort, mais dans les années 70 il y a qu'un seul épisode de Cybermen, Revenge of the Cybermen, pour la toute première saison de Tom Baker, et dans les années 80 il y a 3 épisodes de Cybermen. Ils sont vraiment pas utilisés dans un sens très horrifique en fait. Bah cela dit, par rapport à leur retour dans la série de 2005, j'allais y venir. Il y a quand même. Ok, je t'en prie. J'allais y venir en disant que finalement la nouvelle série, au même titre que les Daleks, puisque les Daleks aussi sont très marqués dans les années 60, après c'est surtout pour faire des retours en tant que vieil ennemi du Docteur, et être sûr de faire un carton d'audience puisqu'ils sont très connus et très appréciés, mais dans la série de 2005, ils ont vraiment un second souffle, une seconde ère. On sent vraiment qu'ils sont réutilisés, et ils sont vraiment réutilisés plusieurs fois. Ce qui marque vraiment l'ère du 10e Docteur. Bon, ce qui marque vraiment l'ère du 10e Docteur, c'est plus les Daleks, concrètement, et l'après-Time War, l'après-guerre du temps. Mais les Cybermen sont quand même très présents, ils ont quand même une sorte de second souffle. Faut dire qu'ils ont le contexte en fait de nos vies surconnectées. Se plie complètement à ça. Moi je me souviens très bien de cette scène marquante où tout le monde s'arrête dans la rue et ils reçoivent les informations et tout le monde rit en même temps aux mêmes blagues. Tout ça c'est une allégorie qui est assez premier degré, mais en même temps qui est vraiment voilà. Parlante. On est tous exactement, on est tous connectés à notre téléphone, etc. Et tout ça fait de nous des Cybermen. Et c'est ce qu'on remarquait souvent dans l'ère Celtic Davis, c'est qu'il y avait souvent une
critique de la société. C'était pas mal, souvent des épisodes qui critiquent un peu la société, qui critiquent certains aspects, mais de manière science-fiction, c'est-à-dire qui va dans un futur très très lointain, ou qui montre quelque chose qui n'existe pas, mais qui est là juste pour grossir un trait, grossir un défaut, ou grossir une qualité pour certaines fois. Et Moffat aussi, dans un autre sens, il leur a quand même rendu une très très grande ère aussi, puisqu'il leur a rendu une certaine horreur, et notamment avec l'ère du 12e Docteur, qui est très très marqué, ses ennemis à lui sont très très marqués, Missy et Cybermen, mais qui sont en collaboration à chaque fois, et il leur a vraiment rendu une ère horrifique. Déjà, dans la saison 7, ils ont une apparition en mode tout puissant, quasiment divin, ils arrivent à tout faire, ils ont tous les pouvoirs, ils arrivent même à ralentir le temps et tout. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène où ils ralentissent le temps et puis ils enlèvent les gosses? Vous vous rappelez de cette scène? C'est quand même assez dingue. Aucun souvenir. Tu parles de quel épisode? L'épisode de la saison 7, sur les Cybermen, de la nouvelle série. Oui, celui où il y a Matt Smith qui fait une partie d'échecs avec lui-même. Tout à fait. Avec son cybercontrôleur lui-même. Ok, bah cet épisode, moi, je l'ai un peu occulté de mon esprit, mais je vois de quoi tu parles. Alors, moi, perso, il y avait les enfants qui étaient insupportables dedans. Mais, ouais, je sais pas, Neil Gaiman m'a extrêmement déçu pour cet épisode. Alors, ce que j'aime dans l'ère Moffat avec les Cybermen, c'est que t'as l'impression que tu peux tomber sur des Cybermen n'importe où dans l'univers. Il y en a partout. Oui. Il y a des poches de résistance Cybermen un peu partout, quoi. Et oui. Mais du coup, justement, c'est ça qui est marrant. J'allais y venir peut-être un petit peu plus tard, mais il y a eu beaucoup d'origin story pour les Cybermen, c'est-à-dire d'histoires qui racontent leurs origines. Dans les paramédias, on a eu par exemple Spare Part en audio avec le 5e Docteur, on a eu par exemple The World Shapers avec Six, un comics du 6e Docteur qui fait revenir Jamie notamment. Et plusieurs fois, on a eu des origin story, et en fait, Moffat les a justement rendues possibles et cohérentes tous ensemble dans un même univers cohérent, tout simplement en disant que des Cybermen, il y en a partout. Des Cybermen, il y en a de toutes les espèces, il y en a de toutes les civilisations, et que en fait c'est juste un cheminement parfois logique pour beaucoup de civilisations, et du coup ça amène souvent à ça, et c'est pour ça ils ont plein de looks différents, plein de pouvoirs différents, plein de capacités différentes, et que à la fin de l'univers, c'est ce qu'on remarque surtout dans The World Shapers, à la fin de l'univers, ils dirigent plus ou moins l'univers, quoi. Donc, on a surtout l'impression que c'est inévitable, en fait, que c'est une étape de l'évolution humaine, une étape de l'évolution de la vie, par laquelle on est obligé de passer apparemment dans l'univers de Doctor Who. Tu évolues, tu deviens un Cyberman au bout d'un moment. On dirait qu'il y a cette espèce de fatalité. Mais justement, je vois le Docteur comme un rempart à cette fatalité. Bah, c'est quelque chose qui, moi, m'avait un peu choqué, cette histoire de fatalité dans le final de la saison 3. Avec Martha, donc la saison avec Martha, où on nous dit les humains ils finissent en boule volante à pic, et voilà. Et là tu te dis qui d'ailleurs devrait juste avoir évolué comme on voit dans tous les autres épisodes du futur qui se passe avant techniquement. Mais je serais extrêmement dépressif, quoi. J'ai de dire voilà, c'est comme ça. Dans l'univers Doctor Who, les humains finissent comme ça. Et ok. Mais oui, mais bon, c'est pas les Cybermen, mais c'est quand même des têtes dans des. Ils sont quand même utilisés, oui, à des fins un peu joyeuses, pour se tuer eux-mêmes dans le passé. Incroyable. Bon, bref, reprenons. Oui, du coup, en tout cas, Steven Moffat leur a clairement redonné une ère horrifique, et notamment avec ce dernier épisode, ce dernier final, dans lequel ils sont vraiment utilisés à fond dans toute cette capacité horrifique de nos jours, cette idée du coup de survivre en tant que Cyberman, en tant qu'être évolué. Et d'ailleurs dans l'épisode d'après, dans la deuxième partie du final, il y aura aussi ces plans, je sais pas si vous vous rappelez de ces plans au tout début de l'épisode, qui font penser à une sorte de film de zombies. Vous voyez des Cybermen qui approchent, qui sont en fait pas tout à fait des Cybermen, ils sont encore dans des sortes de costumes de patients d'hôpitaux, et puis vraiment on dirait qu'ils sont on dirait que ce sont des zombies qui approchent, et puis il y a tout le monde qui tire au fusil pour protéger la maison. Enfin, ça fait très film d'horreur, ça fait très t'as raison. Ça fait très George Romero dans l'idée. D'ailleurs, George Romero aurait très certainement été fier de cet épisode, puisque il critiquait toujours d'une manière ou d'une autre la société à travers ses zombies.
C'est vrai. Du coup, pour en venir à ce que je disais plus ou moins à la base, on est sur Tomb of the Cybermen, la 3e apparition historique. Donc tout est encore à dire sur les Cybermen, mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Déjà, qu'est-ce qu'on sait avant Tomb of the Cybermen? On sait que leur planète d'origine est Mondas. C'est la 10e planète du système, entre guillemets. Du système solaire? Du système solaire, tout à fait. Oui. On a à peu près leur motivation, leur plan. C'est un peuple qui cherche à survivre, et c'est tout ce qui fait aussi leur horreur, leur tristesse, leur fatalité. Et ils cherchent aussi à convertir les autres. Bon, ça va changer dans le temps, hein, parce que c'est vrai qu'au début c'est plutôt c'est de la survie, mais après c'est pas vraiment. Bah en fait, oui, il y a beaucoup d'épisodes dans lesquels ils sont assez mal. Oui, j'oserais aller dire assez mal utilisés, mais tout de même, l'idée d'origine du Cybermen, quand ils se sont transformés en Cybermen, c'est parce qu'ils c'était un peuple qui cherchait à survivre et qui après il va essayer de convertir les autres. Ouais. Bon, on en avait parlé tout à l'heure, ce sont des êtres technologiques, dénués d'émotions, tous les mêmes. Du coup, ça peut être relié à une peur du communisme, ça peut être aussi relié à une peur de l'évolution technologique. Et grâce à Tomb, donc, on va avoir de nouvelles informations sur les Cybermen qui peut-être pourraient rentrer carrément en contradiction avec ce qui est déjà dit. Donc la série serait déjà en contradiction avec elle-même. Mais quel magnifique univers. Donc déjà, ils arrivent sur la planète Telos, qui est maintenant la planète originaire à peu près de ce qu'on comprend des Cybermen. Bon, le gauche a été rattrapé un peu plus tard, c'est pas tout à fait la planète d'origine, voilà. C'est une planète coloniale des Cybermen, c'est là où ils ont placé leur tombe, et du coup, on a une petite idée de la construction des Cybermen, à quoi ça ressemble, la place et l'importance de la logique chez les Cybermen. On a une idée des villes de Cybermen, ça reste toutefois une de leurs planètes d'origine, Telos, et tu l'as dit tout à l'heure, la toute première apparition des Cybermats, qui font juste une apparition pour montrer d'autres créatures, mais voilà, ça élargit un peu ça élargit un petit peu leur background, ça élargit un petit peu leur bestiaire, en fait. Combien de types de Cybermen il y a, donc du coup, ça a la grande qualité d'apporter beaucoup, et de nous montrer plus des Cybermen. Avec évidemment également ce deuxième relooking. Il y avait donc le looking original dans Deuxième Planète, un second relooking et ce fameux troisième relooking où ce sont des Cybermen originaires de Telos pour cela. Donc ceux de Moonbase viennent de où? Ceux de Moonbase viennent de Telos, il me semble justement. En fait, ce n'est pas dit, mais j'avais lu donc je ne sais plus exactement où, donc information à prendre avec des pincettes évidemment, que selon un morceau du scénario qui a été coupé, il viendrait justement de la planète Telos. D'accord. Donc on a deux planètes, Mondas qui est du système solaire, qui est après leur planète d'origine, où c'était des êtres, des extraterrestres, on va dire, normaux, et afin de survivre, ils ont dû se cybernétiser. Voilà. Et ils ont colonisé après l'univers et ils sont installés entre autres sur Telos où on les retrouve dans cet épisode. Il me semble aussi qu'il y a d'autres origin story qui racontent que les Cybermen sont originaires de Telos. C'est magnifique, n'est-ce pas? D'accord. Mais après, a-t-on vraiment besoin d'un sens à ce point-là? Non, mais c'est juste histoire de mettre... Surtout qu'en plus, quand on voit le dernier épisode de la nouvelle série, on se rend compte qu'en fait, même l'origine a encore changé, puisque maintenant, ils viennent d'une station spatiale. Non? Je me trompe? Oui, un vaisseau spatial sur le point de mourir, tout comme allégorie du peuple, finalement. Et qui est originaire de Telos, et oui, qui est originaire de Mondas, par exemple, et qui ont certainement dû plus tard envahir Telos. Mais ce qui est un peu raccord avec de toute manière avec The Tenth Planet, puisque du coup ils se sont convertis pour survivre, pas sur la planète, mais sur leur vaisseau. Tout à fait. Comme si c'était inévitable, encore une fois. Oui, voilà, exactement. C'est bon? Oui, tout à fait. Ça sera tout pour les Cybermen? Oui. Ok, donc alors maintenant je vais venir avec les fameuses petites cacahuètes de l'épisode 0. C'est moi qui vais vous présenter quelques informations sur cet épisode, des petites remarques. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cet épisode, le docteur donne son âge et il dit avoir environ 450 ans. En référentiel terrestre. Voilà, en référentiel. Je ne sais pas si c'est la première fois que le docteur donne son âge. Non. De manière aussi précise. Je ne crois pas.
je ne crois pas. J'avais fait une liste. Ouais, non, voilà. Dans The Power of the Dalek, il y avait une référence à son âge, puisqu'il avait un journal qui s'appelait le 500 journal premières des années, 500 ans, voilà. D'ailleurs, le deuxième D'accord. Docteur aura bien plus tard le journal des 2000 ans. Ok. Mais voilà, ouais. C'est dans l'épisode de Girl Who Died qu'il a ce journal. Voilà, mais non, sinon de manière aussi précise, il l'a pas dit avant. Donc, comme on l'avait mentionné dans l'épisode 0 du Oublicast, donc cet épisode suit directement l'épisode précédent. Il y a rien qui se passe entre The Evil of the Dalek et cet épisode-là. Cet épisode a été perdu, fait partie des épisodes qui a été perdu. On l'a retrouvé en 91, les 4 épisodes ont été retrouvés en 91 grâce à une chaîne à la BBC, grâce à une chaîne de télévision de Hong Kong qui l'a rendu à la BBC, et ce qui a permis une sortie en VHS en 92. Et jusqu'à ce qu'on retrouve Enemy of the World il y a 4 ans, c'était le seul épisode, la seule histoire complète qui restait de la saison 5. Donc maintenant on en a deux, on a celui-ci et Enemy of the World. Voilà. Et on a aussi The Web of Fear qui est presque entièrement complet, et on espère une petite animation, voilà, juste l'épisode 3, faites une animation, comme ça on aura 3 épisodes complets, rêvons, soyons fous. Enfin. Alors ce qui est assez marrant aussi à noter, c'est que lors de sa sortie en 92 en VHS, apparemment il aurait vendu plus que le film Aliens, donc le second film Alien, le second de la franchise. Donc c'est dire à quel point c'est important dans la culture populaire britannique. L'engouement doit être fort. Ah non, mais c'est vrai, ouais. En plus on parle des Cybermen, de Tomb de cet domaine, c'est quand même pas un épisode... En termes de sortie, sinon, ce qui est assez une petite remarque intéressante, enfin rigolote, c'est que lors de la sortie DVD, il y a eu un petit couac au niveau de l'attribution comment dire, des notations pour le public, et il est sorti en rated PG, c'est-à-dire pas pour tout public, ce qui est peut-être l'équivalent en français de interdit au moins de peut-être pas moins de 18, peut-être moins de 12. Parce que il avait été noté comme comportant de la nudité et des voilà. Oh mon dieu, on voit les jambes de Victoria et de Jamie. Ouais, non mais c'est pas ça, c'est parce qu'on voit les Cybermen tout nus. Oui. Ils ont pas de... Bah non, ils ont pas l'accordéon pour cacher leur sexe. C'est qu'ils ont pas d'habits, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose intéressante? Oui, en termes de titres d'épisodes, c'est les premiers épisodes qui commencent la tradition, on va dire, c'est pas systématique, mais moitié, des titres en of the Cyberman. Donc on a donc c'est Tomb of the Cyberman, Revenge of the Cyberman, Attack. Time of the Cyberman, Attack of the Cyberman, Rise of the Cyberman, toutes ces choses, tous ces titres d'épisodes qui sont of the Cyberman. Et donc ce sera le premier épisode de cette série de titres, entre guillemets. Et pour finir, deux petites choses. Donc le 11e Docteur, Matt Smith, dit que cet épisode est son préféré des épisodes sortis. Dire à quel point cet épisode a quand même une influence importante. Alors que si je me souviens bien, Moffat, Neil Gaiman a dit que c'était Moonbase, je crois, son épisode favori. Donc encore un épisode de Cyberman. Et finalement, c'est pas si étonnant, vu que Moffat nous a revendu une seconde ère horrifique, et c'est tout ce pourquoi je le remercie d'ailleurs, puisque ce que j'adore, c'est vraiment l'horreur et la science-fiction. Donc du coup, il nous a revendu une deuxième ère horrifique. Il nous a il nous a réutilisé Cybermen d'une manière juste absolument géniale. Il faut dire aussi que par rapport en termes générationnels, bon, Matt Smith était quand même plus jeune, mais Moffat, dans les années 68, il devait avoir une dizaine d'années. Donc c'était pile poil au moment où il devait regarder la télévision. Donc c'est aussi pour ça qu'on a cette vague de scénaristes actuels qui sont influencés par cette période. Oui. Et pour terminer, une petite anecdote sur Toberman, qui à l'origine devait être sourd, et il devait porter en fait un petit appareil auditif qui devait scénaristiquement prévoyait sa transformation on appelle ça du foreshadowing en termes scénaristiques. Oui, j'allais dire, préparer ça la transformation en Cyberman. C'est vrai que c'est déjà en soi alors c'est pas de la transformation en cyborg, mais c'est déjà quelque chose de technologique qui l'améliore.
Exactement. Et moi je trouve que c'était une excellente idée, mais cette idée n'a pas été retenue pour le script télévisé, mais elle a été gardée pour la novelisation. Ils auraient pu lui Donc, mettre ça des explique lunettes pourquoi aussi. ça explique pourquoi il le manipule aussi facilement. Tu vois, j'avoue que je comprenais pas ça dans l'épisode, mais oui, s'il a un appareil auditif, ça a plus de sens en fait, la façon dont le Cyberman le sens. contrôle. Parce qu'on lui demande, c'est ça, non? Mais c'est aussi peut-être par rapport à l'archétype de l'époque. Et bon. Je suis pas sûr que ce soit une raison en fait pour le fait qu'ils comprennent pas. Ou alors j'ai pas compris ce que t'as voulu dire. Non, qu'ils prennent possession de lui, tu sais, en passant par l'appareil auditif. L'appareil auditif, oui, ça serait une bonne explication en fait. Qui lui sert de conduit parce que dans l'épisode, il est pas transformé en Cyberman et pourtant, le Cyberman le contrôle à plusieurs moments et je comprenais pas pourquoi. D'accord. Et en effet, s'il a un appareil auditif, ça expliquerait pourquoi ils peuvent le contrôler aussi facilement. Il passe par l'appareil auditif et contrôle son cerveau en fait directement. Oui, je pense en fait qu'ils ont commencé la transformation, la conversion, mais qu'il a tout simplement une force mentale suffisamment forte pour s'en défaire. Je pense. Tu parles de l'épisode télé là, de comment ça se passe. L'épisode télé en tout cas. Ça, ok. Ok. Ok, moi j'ai fait le tour de mes anecdotes, donc si toi, L'Aigle, tu peux nous parler un peu des paramédias en rapport. Alors il y a des tonnes de paramédias, je vais pas tout vous parler évidemment, et puis de toute manière j'aurai plein d'autres occasions de vous parler de paramédias en rapport avec des Cybermen, mais des paramédias il y en a partout, des comics, des livres, des audios qui explorent l'identité des Cybermen, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'origin story qui ont été faites, Spare Part, qui est disponible entièrement sur Spotify avec le 5e Docteur, allez-y, hein, c'est de la bonne. Donc pièces détachées, je pense qu'on pourrait traduire ça par pièces détachées. Oui, par exemple. C'est un audio Big Finish, donc oui, alors, évidemment, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de VF non plus, donc il faut un minimum comprendre l'anglais pour, même un maximum comprendre l'anglais pour pouvoir écouter Spare Part malheureusement, puisque je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on aura des VF. Tu nous parles de paramédias donc qui sont, juste pour préciser, qui sont en rapport avec Cyberman, mais pas forcément en rapport avec Tomb of the Cyberman. Là c'était vraiment juste pour introduire cet article-là. Bon, je vous ai parlé aussi tout à l'heure du comics du 6e Docteur, de World Shapers, qui fait revenir Jamie, le 6e Docteur, qui montre beaucoup de choses, et je vais vraiment pas vous spoiler un seul truc, parce qu'il y a 2-3 révélations et 2-3 événements qui sont quand même assez énormes, et pour lequel il suffit juste d'ouvrir la page Wikipédia, de le voir et de se faire spoiler comme un gros naze. Ok. Du coup, il y a beaucoup d'autres histoires de Cybermen dans les paramédias à travers les âges. Par exemple, Big Finish a sorti une série audio sur les Cybermen. Cybermen s'appelle tout simplement Cybermen, qui raconte différents moments de la vie des Cybermen, notamment une guerre, la guerre d'Orion, si je me trompe pas exactement, qui a été que le Docteur a plus ou moins traversé. Le 8e Docteur, Sword of Orion, deuxième épisode du 8e Docteur dans son run sur le Main Grunge, et il combat tout simplement les Cybermen pendant une fameuse guerre d'Orion, et c'est ce qui amènera à peu près les événements de Tomb of the Cybermen. Tu peux juste rappeler ce qu'est le Main Range? Le Main Range, c'est la série principale de Big Finish. Big Finish qui font des audios Doctor Who, et donc tous les mois ils sortent un épisode, donc en plusieurs parties. Ils sortent une histoire en plusieurs épisodes pour d'autres. et chacun de ces épisodes va soit être avec le 5e, le 6e, le 7e, ou avant le 8e Docteur aussi. Mais maintenant le 8e Docteur a ses séries à lui, donc du coup il n'est plus dans le Main Range. Voilà. D'accord. Sword of Orion, qui est le 17e, donc du coup qui est également disponible sur Spotify. Les 50 premiers sont disponibles sur Spotify globalement. Voilà. Du coup, il y a cette histoire de guerre d'Orion qui amène plus ou moins à ce qui se passe dans Tomb of the Cybermen, puisque on sait que dans Tomb of the Cybermen, les Cybermen sont une légende quasiment, qu'ils ont disparu depuis 500 ans, et ce sont ce petit groupe d'archéologues qui se disent tiens, ce serait marrant d'aller réveiller une des plus dangereuses créatures de l'univers. Ah oui, tiens, allons-y. Je vais te donner des sous. Oui, parce que au final, est-ce qu'on sait pourquoi les Cybermen sont mis en hibernation? Alors, on le sait très certainement grâce à cette série, mais j'avoue que je ne me suis pas renseigné jusque-là, puisque je n'ai pas eu le temps de tout écouter, il y a eu beaucoup de choses.
L'O2, tu as une idée? Je crois que dans l'épisode, c'est juste parce qu'ils avaient plus de ressources. C'est une problème de ressources? Oui. Ok. Ouais, ils se sont mis en stand-by. Bah, ça doit être certainement Ok. la guerre qui a épuisé leurs ressources, certainement. Oui, il me semble qu'ils disent ça maintenant que tu le dis. Il me semble qu'ils disent ils ont plus de ressources. Non, mais donc il y a une guerre, et c'est aussi important de le mentionner. C'est ça. En comics, on peut parler de Supremacy of the Cybermen, de Titan Comics, à l'occasion de leurs 50 ans d'existence. Donc, c'est sorti en 2016, aussi après les 50 ans de Death Planet. C'est une histoire qui va servir de crossover entre toutes les séries en cours de chez Titan, 9ème Docteur, 10ème Docteur, 11ème Docteur, 12ème Docteur, avec ce principe de voyage dans le temps que les Cybermen possèdent depuis un sacré bout de temps grâce à la série classique. Si je ne me trompe pas, évidemment. Et en livre, on peut parler de Illegal Alien, un livre BBC du 7ème Docteur qui aurait dû être un épisode de la saison 27 de Doctor Who, qui n'a jamais vu le jour, la série ayant été arrêtée. D'accord. Mais on aura beaucoup d'occasions de parler Cybermen, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc, de vous suggérer quelque chose en particulier, qui est en plus totalement en raccord avec Tomb of the Cybermen. C'est tout simplement le final, donc en 2 épisodes, des Force Doctor Adventures chez Big Finish, le 4e coffret des Force Doctor Adventures chez Big Finish, Fate of Krelos et Return to Telos. Donc, le Docteur arrive sur Krelos, il passe plus ou moins ses vacances là-bas. K9 réussit à faire ressembler le TARDIS selon ce à quoi il ressemblait à l'époque du second Docteur. Puis, il se passe tout un tas de choses que je vais pas vous raconter dans Fate of Krelos, mais dans Return to Telos, le Docteur et Lila reviennent sur Telos pendant les événements de Tomb of the Cybermen. D'accord. Et du coup, ils recroisent Jamie, Victoria, le second Docteur. Évidemment, comme Patrick Troughton était décédé à l'époque, c'est Fraser Hine qui joue les 2 rôles, celui de Jamie, qui est son rôle à la base, et celui du 2e Docteur. Mais en tout cas, dans cet épisode qui vend du rêve, le Docteur recroise le second Docteur pendant de Tomb of the Cybermen. Donc dites-vous, en regardant de Tomb of the Cybermen, que tout n'est pas raconté, et que vous pourrez Le 4e Docteur est là. voilà, et que vous pourrez en découvrir plus dans Return to Telos. Ah, ok. Ce sera tout? Ce sera tout. Des frites, s'il vous plaît. Ok. Donc, maintenant, place au débat pour conclure cet épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de Tomb of the Cybermen? Et on va commencer par l'O2 puisqu'il est notre invité. J'ai adoré. Alors, je l'avais déjà vu. Merci. Mais de rien. Donc, je l'avais déjà vu il y a quelques années, la première fois où je me suis fait l'intégrale des classiques. Et en le revoyant, je me disais, je vais m'ennuyer parce que je connais l'histoire et tout, mais non, ils ont réussi à me reprendre, ils ont réussi à me remettre dedans, ils ont réussi à me refaire avoir peur pour les personnages, et ça, c'est puissant. Ah, c'est puissant, c'est puissant. Et ça m'a fait rire, pas mal, beaucoup. Oui. Ah, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Je salue l'humour dans cet épisode. Non, franchement, oui, je pense quelque chose qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'épisode qui est un des plus drôles jusqu'à présent, vraiment. Jusqu'à présent, quand je parle de ce présent, c'est d'avant les saisons précédentes. Et en effet, oui, c'est aussi un épisode qui fait le plus peur. Enfin, c'est l'épisode qui apporte le plus d'émotion pour moi depuis le début de la série. Il y a notamment Toberman qui est humoristique. C'est pour moi, alors vraiment, avant que vous me parliez de l'archétype, pour moi c'était vraiment surtout un grand clown. Un grand clown baraqué, voilà, et qui est là juste pour faire des blagues. Enfin, tu sais, c'est la manière dont il réagit. À un moment, il y a, je sais plus, je crois que c'est Kaflan qui dit, oh bah de toute manière on utilisera la force de Toberman, et puis là il est là, et puis il regarde ses muscles, oui, je suis fort. Oui, ça dépend comment tu le prends, à quel degré tu le prends. Mais il y a aussi le fait que par rapport à cet archétype, dans l'épisode juste précédent, Evil of the Dalek, on a encore le même archétype du serviteur noir. Si je me trompe pas, il y a bien un mec comme ça. Dans quel épisode un peu Evil of the Dalek. Je me souviens pas d'Evil of the Dalek assez suffisamment. Il semble qu'il y a un serviteur qui le serviteur de Victoria, qui est aussi un mec, un gros balèze, qui porte un fez d'ailleurs, si je m'abuse. Et qui est un peu à un moment manipulé pour essayer d'aller tuer Jamie, et il y a une sorte de piège, et il doit toute une histoire comme ça. Non? Peut-être. Non, franchement, ça fait assez longtemps que j'ai pas vu Evil of the Dalek, donc. En tout cas, pour moi, Tom Mann
c'est le véritable héros de l'histoire. Oui, c'est lui qui Doberman, ouvre la tombe, c'est lui qui ferme la tombe. Il a cassé la gueule à des Cybermen à main nue, quoi. Oui. Oui, Non, alors c'est qu'au vrai début de que- l'épisode, il se fait prendre en mode Bane, Bane versus Batman. C'est-à-dire, Oui. il le soulève comme ça et on se demande limite s'il va pas lui péter de l'eau. Enfin, Il faut mais que... sinon, il y a plein d'autres moments humoristiques. Par exemple, avec le recul, c'est quand même assez drôle de voir Jamie trouver des Cybermen et faire « Oh, tiens, c'est un élevage de chenilles ici », puis il prend une chenille, c'est Non, mais Jimmy, il a des échecs critiques, je crois, dans cet épisode. Parce que... Oui, échec critique pour tous les joueurs de JDR. Moi, je pense que le moment qui me marquera à tout jamais, c'est quand le docteur dit ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Oui. Et ça, Jamie qui sort. Non, pas toi, Jamie. Non, mais... Il y a aussi ce fameux plan involontaire. Est-ce que vous saviez en fait, c'est pas un plan involontaire proprement parler. C'est-à-dire que il y avait un plan qui ne pouvait être tourné qu'une seule fois. Et donc il y a le docteur qui est censé prendre la main de Victoria et faire bon allez on y va. Sauf que Victoria, l'actrice était assez c'était mal goupillé, c'était mal renseigné, et donc du coup, il y a le docteur qui prend la main de Jamie, puis il se regarde, il dit oh, non mais c'est pas ça, et puis, alors, du coup, mais ils savent qu'ils peuvent pas couper le plan, donc du coup il retourne voir Victoria, fait alors Victoria, ça va, t'as une belle robe, dis Une donc. petite improvisation. Et le pire, c'est que Jamie, l'acteur qui joue Jamie, il tend la main aussi. C'est-à-dire que lui, ça Oui. ne chose pas, en fait. Mais oui. Ils étaient censés, je Mais pense, ça devait être couper une trop blague la main, entre eux, un truc hein, comme ça. Oui. Ça va être une T'as quand même des dialogues du genre qu'est-ce qu'il y a, Victoria? C'est ta robe, c'est ça? Elle est trop courte. Mais regarde Jimmy, là, c'est le plus courte. Il va très... Et Jamie qui s'offusque finalement il se rend compte, bah oui, finalement je porte une robe, une jupe, c'est quoi le problème? Voilà. Non, et puis, alors, Victoria en robe, j'ai adoré. Je veux dire, au début, elle est en robe du 19e, tu sais, très lourde, très... Et là, il y a le docteur qui dit, il va falloir se changer pour l'aventure, ma petite Victoria. Et là, il la met en robe des 60s. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi c'est plus pratique pour l'aventure? Je sais pas, mais les Sixties, voilà, c'est un tout un univers, donc eux peut-être comprennent, mais pas nous. Mais tu peux pas courir là-dedans. Bon, après, il y a cette utilisation du mystère et de l'horreur, je sais pas pour vous, mais c'est mystérieux et horrifique. Le mystère que représente la tombe, ces énigmes, avec la logique et tout. Bon, le docteur, lui, il s'en fiche, hein, pour lui, c'est juste un mot croisé. Mais pas pour les humains, hein, c'est vraiment au-dessus de leur intelligence. Le mystère du saboteur, les motivations des logiciens, la trappe qui se referme, la voix simplement effrayante des Cybermen, le look effrayant et cool des Cybermen, enfin voilà. Je crois qu'il y a une bonne utilisation de mystère et d'horreur à la fois, vous en pensez quoi? Non, ça c'est clair. Mais je dirais, moi, que les vrais méchants, c'est les logiciens, quoi. Les logiciens, je sais pas d'où ils sortent, mais c'est quand même bizarre que des gens aussi intelligents soient aussi bêtes. C'est moche. Et malheureusement, c'est comme ça dans la vraie vie, des fois. En soi, quand tu dis les logiciens sont les vrais méchants de l'histoire, en soi, les Cybermen sont des logiciens. Donc en fait, l'épisode, ce que tu dis revient à dire que l'épisode critique la logique. Et c'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Oh là là, merveilleux. Voilà, on est beau dans nos analyses, voilà. Je vais sortir un livre, je vais devenir célèbre. En parlant d'analyse, on avait une discussion avec un autre membre de l'équipe, donc Dark Jacket, qui mentionnait justement par rapport à Toberman, donc qui est un peu on va dire le pilier de cet épisode, puisque Toberman revient dans chaque conversation. Elle disait que pour Dark Jacket, c'est vraiment important à quel point donc ce personnage a un rôle primordial et qu'il soit noir pouvait est un peu le signe de l'évolution des mœurs de cette époque. Et pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important à noter. Mais paradoxalement, le docteur, le docteur vient de Gallifrey, il vient pas des années 60 et il y a jamais eu de moment embarrassant quand le docteur n'a jamais vraiment fait preuve de racisme ou de sexisme envers un autre personnage. Non, là je suis d'accord. Non, bien sûr, mais Tom Borman devient très vite un personnage avant d'être noir. Il devient un personnage qui est noir et pas il n'est pas un stéréotype de noir ou quoi que ce soit. Oui, j'avoue que personnellement, moi je l'ai vraiment pas vu pour sa couleur, je l'ai vraiment vu pour l'archétype du personnage baraqué qui fait des trucs de force. Mais c'est-à-dire que l'autre femme l'appelle servant en fait, c'est son servant et ça c'est un peu tu vois. Mais peut-être que ça s'inscrit dans. Mais en tout cas, elle précise bien que c'est son serviteur et que tu fais OK. Non mais c'est inscrit dans une époque, c'est ça. Même si les scénaristes ne voulaient pas le faire, bah mine de rien on est inscrit dans une époque, donc on a des. Enfin après on parle aussi des années 60 qui est justement une époque de libération des mœurs en soi.
Oui, voilà, c'est pour ça aussi que c'était Ouais, mais on avait encore la ségrégation. ségrégation raciale aux États-Unis, tu vois. Tout à fait. Voilà, exactement. Donc, Enfin, en tout cas, vu à quel point le personnage est important, je l'ai vraiment pas vu comme non, un acteur au noir final, qu'ils ont c'est pas casé là comme ça parce que qu'il est t'en noir, mais vraiment comme un personnage fort, baraqué, Non, parce que et qui va faire une c'est sorte comment tu de t'en clown souviens une sur fois que pattes. l'épisode est fini. Bah, moi, je m'en Hmm. souviens comme un héros, quoi. Ouais, Oui, très c'est clair. clairement. C'est clair. Oui. Non, mais après, oui, bien sûr. Mais moi, comment je l'ai vu au tout départ, c'est vraiment, après, peut-être que j'ai dit trop de choses dans lesquelles Peut-être, mais peut-être cette aussi époque que c'est nous archétype, qui mais sommes un peu aveuglés. on essaie d'être Nous positif. sommes des âmes pures et innocentes. nous le savons Exactement. tous. Moi, il y a un truc que je voulais mentionner qui m'avait un peu perturbé dans cet épisode en le voyant, qui défie un peu toute logique, c'est que je ne comprends pas très bien le plan du docteur. J'entends par là que quand le docteur arrive, il sait très bien que les Cybermen sont là, et pourtant, il va aider Klieg à ouvrir la tombe. Alors là, j'ai quelque chose qui Alors, moi, j'ai une explication. Vas-y. Le docteur est schizophrène. En fait, Ouais. il est bipolaire, tu Merci. vois, il a des idées, tout va bien. Donc, il arrive et il dit, certaines choses doivent rester cachées. Et puis, il résout l'énigme pour ouvrir la porte. Oui. Et tu fais, ok. Bon, Je pourquoi pense qu'il joue un double jeu. Parce qu'il résout l'énigme pour de la porte, mais il le résout en cachette. Et tu sais, c'est ce moment où, dont parlait, Et il est curieux. Je pense dont, que c'est son dont plus parlait gros l'aigle tout à l'heure, tu sais, cet endroit est dangereux, ceux qui veulent partir le peuvent, et puis t'as Jimmy Mhm. qui s'en va, il fait, non, pas toi. Ok, il y a... Je pense surtout qu'il joue un double jeu. Il y a celui qui montre, mais son plus gros défaut, et ça a été souvent utilisé dans la série, et dit même des fois, c'est que son plus gros défaut, c'est quand même sa curiosité. Je pense qu'il est trop Mhm. curieux. Il a été trop curieux. Il voulait absolument voir à quoi ressemblait la tombe des Cybermen. D'accord. Mais il est curieux de quoi dans cet épisode? Je pense qu'à la fin, en Mais fait, il est curieux de voir à quoi savoir ressemble la tombe jusqu'où... des Cybermen. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a toujours des Cybermen en bas? Quel est Je le pense plan pas, de je pense que ça, il est au courant dès le début. En fait, je crois que ce qu'il voulait savoir, c'est jusqu'où le logicien irait dans la bêtise. Ça Ouais, peut et puis- aussi oui, ça peut se justifier. Moi, ouais. je pense qu'il Parce qu'à la fin, il je lui dit pense quand qu'il y a même... peut-être de ça. Et puis, il y a même très certainement de ça. Mais je pense qu'il faut aussi voir à quoi ressemblait la tombe. Je suis Oui, le sûr, deux, en tu tant veux que dire quoi reporter, je suis sûr. Il y a une partie de lui qui fait, ah, punaise, je suis à côté d'une tombe de Cybermen et je vais même pas voir à quoi ça ressemble. Parce qu'à la fin, quand même, quand il parle avec le logicien et qu'il lui dit Ah, vous allez devenir le maître du monde, bah Oui. c'était juste pour savoir jusqu'à quel point vous étiez cinglé. Mais En fait, c'est bon, là, maintenant, j'ai je le sais. confirmation, c'est cinglé. C'est bon. Maintenant, on a fait libérer Cyberman, mais j'ai la réponse à ma question. C'est bien, je suis content. Allez, ça fait que 7 morts, voilà. C'est ça, quoi. Il y avait d'autres moyens de savoir qui Non, était c'est vrai. cinglé. Mais bon, ça n'empêche que cet épisode est quand même un épisode vraiment exceptionnel. Tout à fait. Il y a une bonne utilisation de l'intelligence du docteur aussi comme pouvoir personnel, c'est son pouvoir à lui. Ça renvoie à la politique de la série où il ne doit pas utiliser d'armes, tout ça. Il doit vraiment utiliser son intelligence. Et ça fait vraiment le Mhm. cachet de la série, c'est le docteur utilise son intelligence. Et Et ses en obsessions l'occurrence, aussi. En opposition au logicien qui utilise leur intelligence de la même manière, mais enfin, dans un autre but, quoi. C'est ça. Mais après, je veux dire que le docteur est un peu obsessionnel, quoi. Et quand Jimmy lui dit on y va, t'as le docteur qui dit non, je reste. Mais pourquoi? Il a dit Cyberman, je reste. Ah bah oui, forcément, je pense que ça attire sa curiosité. Moi, je pense que c'est un réflexe pavlovien, tu vois. À partir du moment où on dit certains mots, le docteur il part plus. Tu sais. Oui, au fait, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un sujet pour lequel je voulais revenir. On parlait du mauvais jeu d'actrice de la femme qui joue Kaftan, je ne sais plus. Pour moi, le moment le moins bien joué de tout l'épisode, ça reste la manière dont Victoria s'endort. À quel moment? Quand il l'empoisonne, quand Alors, Kefka oui, elle boit le l'empoisonne. thé de la personne qu'elle est censée surveiller, et donc se méfier, déjà. Oui. Et Oui, on ne boit pas le thé de la personne qu'on surveille. C'est une des règles de base, tu vois. elle s'assied comme ça à côté des escaliers, elle fait « Ah, je suis fatiguée !» En mode Marion Cotillard, tu sais, en mode Et c'est ce que j'allais coma, dire, ouais. tu vois, genre, mais c'est pas comme Marion Cotillard, attention, mais c'est vraiment en mode coma, en mode soudain, genre « Ah, je m'endors !» Du coup, Et c'est-à-dire que- juste à voir, ça ferait un merveilleux gif. Ouais, clairement. Ok, une petite dernière chose à dire avant qu'on conclue sur cet épisode? Je C'est dirais, un bon épisode. vive les... Oui, la morale, éviter d'essayer de passer des pactes de non-agression avec des Daleks ou d'essayer de contrôler les Cybermen. C'est un mauvais plan C'est bon à là-bas, et savoir. c'est pas très logique. Ouais. Alors, en vrac, des archéologues qui font exploser des trucs pour dégager des portes, mauvaise idée. Oui, déjà, oui. Un gars qui est mort pour 50 pounds, c'est peut-être un peu extrême. Tu vois. On lui dit 50 pounds si t'arrives à ouvrir la porte. Et il y va, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est toute la beauté de Doctor Who, c'est que tu t'attends jamais à rien et qu'à chaque fois c'est n'importe quoi et à chaque fois c'est cohérent et à chaque fois c'est Mhm. génial.
Oui, c'est vrai. C'est une magnifique. Ah, c'est vrai que série, voilà. cet épisode résume. Conclusion, cet épisode est excellent. Il résume bien à la fois le second Docteur, mais également la série dans son ensemble. Oh, C'est-à-dire... mais qu'est-ce qu'on est beau et poète! Oh là là, c'est merveilleux. C'est de la peur, c'est de l'humour, c'est de l'aventure, c'est de la science-fiction, c'est tout ce qu'on aime dans Doctor Who. Et je pense que ce sont les mots de la fin pour cet épisode, qui est déjà assez long, malgré tout. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, on vous fait des bisous. Un petit mot pour la fin, l'O2. Est-ce que ça t'a plu d'être avec nous? Oui, bien sûr. Ok, Puis, oui. Okay, non, mais je dirais simplement, j'étais en train de penser... qui est chargé sur ma tempe? Non, mais je pensais simplement que le docteur a peut-être dû mettre un panneau à la fin de l'épisode pour dire attention, porte électrique. Oui, mais en quelle langue? Bah ouais, ils sont sur Télo, c'est tout, en quelle langue? Ok, eh bien, on vous embrasse, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous dans blablabla, combien de semaines du coup? Le prochain épisode c'est en 6 semaines. Et en attendant, normalement cet épisode devrait être pendant les vacances de fin d'année, donc on vous souhaite une bonne année, un joyeux Noël. Et en attendant, n'oubliez pas. Hej så Mr. Hej så Mr. Studio fast spots. Come along, my dear. It's time we were off.